Merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis chargée de mission patrimoine et médiation et participation citoyenne. Donc j'ai beaucoup d'actions envers le grand public et le jeune public. Et quand je suis arrivée donc au grand site de France Canigou, une de mes premières missions, ça a été donc de terminer un projet qui avait démarré depuis une trentaine d'années de valorisation de cette colonie minière de la Pinouse. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet. Je vais pas être très longue sur l'histoire des mines de la Pinouse. Je vais juste un petit peu vous présenter l'histoire de ce site, puisqu'il a plusieurs intérêts patrimoniaux. Il a bien sûr l'intérêt du patrimoine géologique par l'exploitation des mines de fer, mais il a eu aussi, il a aussi un intérêt sur la thématique de la mémoire et puis un intérêt sur le patrimoine naturel et la biodiversité. Donc en fait, c'est un site qui a vraiment plusieurs intérêts patrimoniaux qu'on a essayé de conjuguer dans un projet de valorisation. Voilà, un petit poème de, de- d'un auteur local, Alain Torignat, qui a pas mal œuvré pour la reconnaissance en fait du patrimoine minier sur le massif du Canigou. Je vous situe un petit peu le site. Donc là, vous avez donc Perpignan, vous voyez la mer à l'est, et puis vous avez le site que j'ai pointé ici, qui se situe vraiment en fait sur le massif du Canigou, au fond de la vallée de la Lentille, la petite vallée que qu'on voit. Là, on se rapproche un petit peu. Donc, vous voyez, le site, il est vraiment en pleine montagne, hein. Il est effectivement à 1350 mètres d'altitude. Et en fait, derrière les crêtes, on trouve les mines de Bataire, qui ont été la dernière concession en activité du massif du Canigou. Et donc là, on se rapproche sur notre petite carte IGN et vous voyez donc un ensemble de bâtiments ici. Donc ce site, il est en fait dans l'inventaire du patrimoine géologique, dans la ceinture ferrifère du Canigou, donc qui permet d'étudier les minéralisations ferrifères. Donc là, je vous ai mis des trucs que moi, je ne maîtrise pas entièrement. Mais en tout cas, voilà, on a effectivement une ceinture de fer qui va enserrer tout le massif. Et du coup, qu'on soit sur le versant nord ou le versant sud, des deux côtés, on va avoir de l'exploitation minière qui, aujourd'hui, on peut le dire, date de l'Antiquité. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de l'exploitation du 19e et du 20e, puisque c'est ça qu'on trouve aujourd'hui sur le site. C'est les vestiges de cette époque-là qu'on va trouver sur le site. Mais on a des travaux voilà, d'archéologues qui ont montré qu'effectivement, il y a une présence de l'exploitation depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, il y a un fort intérêt patrimonial pour le massif du Canigou sur ces sites miniers parce qu'ils ont vraiment profondément marqué les paysages. Là, je vous ai mis deux photos du site minier de Bataire, donc qui est de l'autre côté des crêtes. Forcément, pour forger, on avait besoin de bois pour alimenter les fours, donc c'est des montagnes qui ont été complètement déforestées. Et puis ensuite, on a replanté de la forêt dans les années 50. Bon, ça, c'est une chose que on pourra voilà, en discuter après. L'idée, c'était de faire un peu une présentation rapide, puis après de discuter avec vous si vous avez des questions. Mais en tout cas, voilà, ça a beaucoup marqué le paysage montagnard chez nous. Et ça reflète aussi une utilisation de l'espace et surtout une habitation des versants par les populations et par les ouvriers. Puisqu'en fait, on avait monté à la Pinouse une colonie minière dans laquelle on avait une boulangerie, un abattoir, une cantine, enfin tout un tas voilà, d'infrastructures qui permettaient la vie sur place, puisque en milieu très isolé. Donc, bref historique, donc les mines de la Pinouse, elles sont au départ, sous l'Ancien Régime, elles sont sous la directe d'une abbaye, hein, l'abbaye Saint-Michel de Couchard. Et ensuite, juste avant la Révolution, elles sont exploitées par un monsieur qui s'appelle Monsieur Noailles. Ça s'écrit Noël, mais en catalan, on prononce Noailles, qui est propriétaire de la forge de Valmagnade. Et ensuite, après la Révolution, les possessions de l'Église deviennent des biens nationaux et le sous-sol propriété de l'État. Et donc, il faut obtenir une concession. La Pinouse, à ce moment-là, est un peu abandonnée. Donc là, on est vers les années 1810, 1815. Et puis, l'héritier de ce monsieur Noailles va affermer l'exploitation au domaine de l'État et va continuer cette exploitation qui va ensuite être familiale et héritée jusqu'à un mariage où ça passe donc à une autre famille. À ce moment-là, c'est vraiment l'âge d'or d'une technique des forges à la catalane. Donc en fait, c'est des forges qui sont alimentées par des trompes hydrauliques. Et donc on a beaucoup de forges qui se développent et dans les villages et aussi sur les lieux d'exploitation directement. Jusque-là, on utilisait plutôt des systèmes de forge à bras. Donc en fait, on allait exploiter, on fabriquait une forge sur site et puis quand ça, voilà, on allait exploiter ailleurs, puis on remontait une forge, etc. Donc là, on a un autre système qui se met en place. Et du coup,
L'exploitant en fait de la Pinouse a plusieurs forges. Lui, dans le coin, il a 4 forges dans 4 villages différents et elles sont alimentées par la concession de la Pinouse. À ce moment-là, il y a à peu près allez, entre 5 et 10 ouvriers, ça c'est ce qu'on a vu dans les archives, qui sont là 8 mois dans l'année. Les 3 mois d'hiver, c'est absolument inexploitable, hein. Vous pouvez imaginer, versant nord d'une montagne à 1400 mètres d'altitude, donc c'est un peu compliqué. Et la plupart des ouvriers, à cette époque-là, ils sont originaires des villages autour, notamment d'un village qui s'appelle Corsavy. Ils restent sur le site toute la semaine et donc ils vont ériger des petites baraques en pierre sèche ou en bois pour pouvoir dormir, conserver leurs aliments, les provisions, etc. Et puis, forcément, ben, l'épuisement des gisements de surface, la surexploitation forestière, etc., vont faire que les mines vont complètement décliner dans leur forme d'exploitation traditionnelle. Et en 1904, on a 2 frères hein, qui arrivent d'Alsace, les frères Valentin, qui vont devenir propriétaires de la concession de la Pinoise. Et eux, ils vont être très ambitieux, puisqu'ils vont à ce moment-là faire des grands travaux pendant 2 ans, ou 2 ou 3 ans, et ils vont complètement moderniser l'exploitation. Donc, ils vont continuer les creusements de la galerie, d'une très longue galerie. Il y en a une galerie qui est longue de plus de 500 mètres sur le site. Ils vont construire une centrale hydroélectrique pour alimenter le site en électricité. Et ils vont construire ce que vous avez là sur les photos, qui en fait sont des câbles aériens qui transportent le minerai depuis le site de la Pinouse jusqu'à une gare en pleine montagne. Ensuite, cette gare, elle était reliée à un chemin de fer à voie étroite qui mesurait à peu près 12,5 km et qui allait ensuite redescendre dans la vallée avec un autre transporteur aérien. Donc, ils font des travaux assez pharaoniques. Je vais vous montrer. Donc, c'est un petit schéma qui retrace le voyage du fer, en fait, depuis la Pinouse que vous avez tout à droite de l'écran, qui va donc prendre ce câble aérien, qui va arriver sur une gare qui s'appelle Rapalum, Repalon en catalan. Ensuite, on a un chemin de fer qui va prendre le relais pour arriver à la Redoute et descendre ensuite dans la vallée à Amélie-les-Bains. À ce moment-là, à Amélie-les-Bains, le minerai est chargé par voie ferrée, est transporté jusqu'à Port-Vendre, est chargé sur des bateaux et exporté. Donc voilà, vous imaginez un peu les travaux qu'il a fallu faire pour moderniser un petit peu cette exploitation minière. Là, voilà, c'est les profils en fait des câbles aériens avec les altitudes. Le premier câble qui part des mines, il fait à peu près 1,4 km et le deuxième, il fait à peu près, celui qui part de la deuxième gare et qui descend dans la vallée, il fait à peu près 4,5 km. Donc c'est quand même un gros machin. Et ils vont faire en fait ériger à ce moment-là. Alors là, en photo, vous avez la gare d'Amélie-les-Bains, hein, donc dans laquelle arrive le minerai à la fin de son voyage. Donc Amélie-les-Bains, toujours la gare de la Petite Provence. Et là, vous avez une vue du site de la Pinouse. Donc vers 1920, on n'a pas la date exacte de cette photo d'archive. Et donc, ils font ériger là, entre 1906 et 1908, tout un tas de bâtiments pour pouvoir accueillir les ouvriers sur le site. Mais il y a encore beaucoup de travail pour exploiter des nouveaux gîtes. Les frères Valentin, ils n'ont plus trop les moyens d'entreprendre des nouvelles dépenses. Et donc, en 1915, ils vont céder la concession à la Société des mines de la Pinouse, dont le siège est à Paris. Ils sont quand même actionnaires principaux de ces mines-là. Le deuxième actionnaire, pour la petite anecdote, c'est la société Schneider du Creusot. Et puis, bon, bah, voilà, hein, l'industrialisation aidant, en 1931, la Société des mines de la Pinouse va renoncer à la concession et l'exploitation s'arrêtera très vite au début des années 30. Mais à ce moment-là, sur le site, on a quand même, donc de ce qu'on a pu voir dans les archives. Donc là, vous voyez bien hein, les bâtiments, la trémie, le départ du câble qu'on a vu sur la photo. Et puis là, c'est une photo d'avant les derniers travaux. Donc je vous en montrerai d'autres, mais c'est une photo qui date de 2020 du même site, donc qui a été quand même plutôt bien conservée. Pendant donc l'exploitation entre 1906 et 1915, donc toute la période des Valentins, des frères Valentin, l'effectif régulier sur place est de entre 80 et 100 mineurs. On a des pics d'effectifs à 230 personnes. L'origine des mineurs, on a pu l'étudier, elle est plutôt locale, mais on a quand même pas mal de mineurs étrangers qui sont venus, bon, principalement des Espagnols hein, en majorité, ce qui s'explique par la géographie du lieu. Quelques Italiens, quelques Portugais, quelques Polonais, des Algériens un peu plus tardivement. Et pareil, une petite anecdote, on a 13 Chinois qui arrivent en 1920 pour travailler à la Pinouse. Donc voilà, c'est un truc qu'on a retrouvé dans les archives.
malgré l'isolement, c'est quand même des mines qui sont, bon, ben voilà, qui sont soumises à des conditions de travail très rudes et qui du coup échappent pas au grand mouvement ouvrier hein, de cette période-là. Donc par exemple, dans le mouvement de la grève du Midi en 1907, les ouvriers se mettent en grève à la Pinoze. On a des archives aussi de voilà de heurts avec la police et ils ont la journée, ils obtiennent la journée de 8 heures à ce moment-là. Donc ça, c'était un petit peu sur la vie des mineurs. Et puis, il y a eu un événement qui est un petit peu marquant sur le territoire. Gérard Soutadé, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est géomorphologue, a écrit un petit ouvrage sur cet événement qu'on appelle l'Ayau. Donc, ça veut dire l'avalanche, hein, en catalan toujours. Et donc, en fait, dans la nuit du 9 au 10 février 1917, on a une avalanche qui se déclenche un tout petit peu en amont du site et qui va, en fait, emporter la cantine et l'atelier et qui va surtout entraîner 12 personnes dans les décombres. Donc voilà, il y a vraiment une histoire locale qui est très forte, hein. Les gens du coin ont tous des grands-parents, ou maintenant plutôt des arrière-grands-parents, mais qui ont travaillé dans ces coins-là, qui ont eu à voir avec les mines de la Pinoze. Donc là, c'est une photo qui vous permet un petit peu de voir le site dans son intégralité. C'est une photo avant les travaux, donc il y a pas mal d'arbres encore. Mais on voit un petit peu les différents bâtiments, donc avec les bâtiments d'habitation et d'atelier, enfin le premier bâtiment que vous voyez, la boulangerie, le magasin, le bureau du contremaître évidemment, une cantine dans les bâtiments qui sont situés au-dessus, à nouveau une habitation, et puis le transformateur, puisque je vous parlais de l'installation d'une centrale hydroélectrique à une période. Et puis caché dans les arbres en bas, on a la trémie, alors que nous, on voyait bien ici, voilà, en bas à droite. Et puis voilà, bon là, j'ai voulu un petit peu vous illustrer. Donc on a effectivement dans nos archives récupéré des photos et des témoignages du conducteur du train, de ce petit train de cette voie ferrée à voie étroite là qui partait des mines, hein. Donc c'est le monsieur que vous avez là en photo qu'on a eu la chance, enfin que mes collègues, mes prédécesseurs ont eu la chance d'enregistrer. Donc on a des archives sonores aussi de tout ça. Donc ça c'est la famille de la cantinière. Et puis on passe à une autre période. Donc les mines elles sont abandonnées en 1931. C'est un lieu qui est complètement abandonné. Et puis le maquis Henri Barbus. Bon là je vais aller assez rapidement parce que c'est un peu moins mon sujet, mais le maquis Henri Barbus donc, va s'installer en fait à la Pinouse puisqu'il est traqué en fait par les Allemands sur les pentes du massif pendant plusieurs jours. Et le 2 août 1944, les Allemands attaquent la Pinouse, vont incendier les bâtiments, donc ce qui explique qu'aujourd'hui, enfin que nous, quand on les a pris en charge, on va dire, ils avaient effectivement plus de toit, et surtout vont tuer, assassiner Julien Panchaud, donc grand résistant du territoire catalan à la Pinouse, contre le mur de la cantine. Donc aujourd'hui, ça, on en a encore des traces, donc c'est aussi un lieu qui est très chargé d'histoire localement. Et avant de monter à la Pinouse, j'ai quand même oublié un petit peu l'essentiel, avant de monter à la Pinouse, les Allemands ont incendié le village de Valmagna en dessous, qui en fait est devenu un village martyr, hein, puisqu'il a été entièrement brûlé et qu'on a eu plusieurs personnes qui ont été torturées et assassinées dans le village de Valmagna. Donc, vous imaginez un petit peu, voilà, quand on travaille sur un territoire, une histoire très forte, à la fois une histoire minière ouvrière, donc qui peut être des fois un peu lourde, et puis cette histoire de la résistance, donc qui est aussi très, très présente et très forte dans les mémoires localement. Donc là, vous avez un portrait de Julien Ponchot et le site de la Pinoze avant travaux. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, les gens sont très attachés à ce lieu. Et en fait, on a des élus et puis des acteurs locaux qui vont réfléchir à la valorisation de ce site, qui à ce moment-là appartient encore à un propriétaire privé. Donc, en termes de foncier, le site, il est privé, mais dans une zone qui est complètement forêt d'État. On est en domanial, en fait, tout autour, là. Et donc, en fait, le syndicat mixte du Canigou Grand Site va acheter ce site en 2014 et va proposer un projet de rénovation après l'avoir classé au monument historique. Donc, en 2015, il est classé au monument historique. C'est un bien qui est classé en série, donc avec tous les autres sites miniers de ce secteur. Et ensuite, on va attaquer le projet de valorisation que je vais vous présenter. Donc, voilà un petit peu les dégâts quand on rachète le site. On a en fait des arbres qui ont poussé à l'intérieur des bâtiments, donc ça a forcément travaillé. Donc il y a des fissures traversantes. On a des conduits de cheminée qui sont effondrés, donc qui ont beaucoup abîmé les bâtiments. On a toutes les structures de murs en pierre sèche qui sont effondrées également. Bon, il n'y a pas de toit, mais ça, il n'y a pas de toit depuis 44. Mais voilà, en tout cas, et on est pour nous sur un site qui a un fort enjeu patrimonial et un fort enjeu en termes de patrimoine naturel, puisqu'on est en site classé, en limite de périmètre Natura 2000.
Et surtout qu'on a trouvé sur ce site une espèce qu'on n'a pas trouvée ailleurs dans les Pyrénées-Orientales, qui s'appelle le Murandès calera, que je vous montrerai en photo tout à l'heure, qui est une chauve-souris. Et donc voilà, il y a aussi un enjeu sur ce site-là de protection, de valorisation et de sécurité surtout. Puisqu'au milieu de ce site passe un sentier de randonnée qui est très fréquenté que là, dans l'état des bâtiments que vous voyez là, c'est relativement dangereux et les gens peuvent quand même se prendre deux, trois pierres sur la tête. Donc le chantier, nous, on l'attaque en 2017. Moi, à cette époque-là, je suis pas encore arrivée. Donc, j'ai pas monté les murets en pierre sèche avec mes collègues. Ça, c'est un chantier qui avait été organisé par mon prédécesseur Ruben pendant les Journées du patrimoine de 2017. L'idée, c'était voilà aussi de faire participer les gens à la reconstruction de ce site-là. Et puis, de toute façon, les murs de soutènement, ça a été la première action de reconstruction pour pouvoir voilà consolider les fossés sur le site. Le projet, il a été en fait, il y a trois tranches. On a une tranche vraiment paysage, hein, donc enlever les arbres, réouvrir les clairières, remonter les murets, etc. On a une tranche qui est vraiment une tranche de maçonnerie, hein, où là, vous allez voir sur les photos, je vais vous montrer. On a vraiment refait les arêtes de toit, remis les fenêtres, enfin, donc plutôt de la maçonnerie pure et dure. Et ensuite, le volet interprétation, qui est plutôt le mien, du coup, dont je me suis occupée dans son intégralité. Donc là, vous avez une photo de actuellement l'état des bâtiments intérieurs après travaux, hein. Donc vous pouvez voir que en fait toutes les arêtes de toit ont été rebâties. On a coulé des dalles de béton dans les bâtiments pour l'évacuation aussi des eaux. Des garde-corps ont été posés aux endroits où c'était un petit peu dangereux et qu'on avait un petit peu des trous partout. Et voilà, la vue sur les Corbières depuis le site. S'il y a des gens qui ont des très bons yeux, vous pouvez voir le Bugarach normalement. Donc voilà, c'est un site où on a quand même aussi une très belle vue panoramique où moi, ça m'arrive régulièrement de faire des lectures de paysages. Et donc là, c'est plutôt des outils d'interprétation. Donc, ce qui a été réfléchi en termes d'interprétation avec l'architecte qui était sur le projet, on voulait sécuriser sans interdire, c'est-à-dire que la politique de garde-corps ou de fermeture des lieux, les lieux, ils sont pas fermés. Tout le monde peut rentrer dans les bâtiments, mais sur certains spots, il y a quand même des grilles parce que c'est plus dangereux. Mais les grilles ne sont pas fermées. Donc nous, on a choisi un petit peu ce truc-là de dire on sécurise, mais on n'interdit pas aux gens d'aller explorer et faire un peu d'exploration parce qu'on est quand même sur un lieu qui est en pleine nature et qui est ouvert aux quatre vents et à tout le monde pour effectivement éviter aussi la trop grande empreinte paysagère des supports d'interprétation. On a choisi en fait de les adapter directement sur les garde-corps. Donc là, vous voyez deux panneaux d'interprétation hein, qui racontent un petit peu l'histoire du site, qui sont en fait intégrés directement au garde-corps sur la trémie. Un des gros éléments d'interprétation, c'est cette maquette en fait en trois dimensions qui est à l'entrée du site. Donc vous, quand vous randonnez et que vous arrivez à l'entrée du site, vous tombez sur cette maquette qui a été faite en fer par un ferronnier local, enfin de Arles-sur-Tech, avec un plan 3D, donc un scan 3D du site actuel et un gros travail d'archive donc pour reconstruire le site tel qu'il était dans les années 1910. Puisqu'on voit là le départ du câble sur la maquette et il n'existe plus aujourd'hui. Donc cette maquette, elle est immense, elle fait 2 mètres par 2 mètres. Et vous pouvez imaginer qu'on ne l'a pas montée avec un hélicoptère. Donc ça a été une belle aventure. Et puis, bon, voilà, je vous ai mis quelques jolies photos de l'intérieur des bâtiments aujourd'hui. Et donc ensuite, voilà, ces bornes qui, en fait, donc que vous avez à droite, des bornes qui vont seulement indiquer aux visiteurs où ils se trouvent sur les lieux et qui vont rappeler les règles élémentaires de sécurité en montagne, puisqu'on est vraiment sur un site qui est accessible qu'à pied. Donc là, à gauche, vous avez l'entrée de la poudrière. Donc, je vous expliquais ce système de grille que nous, on ferme pas. Voilà, il y a une porte avec une grille, mais cette grille-là, elle est ouverte et quiconque veut aller prendre le frais peut rentrer dans la poudrière. Et puis, à nouveau, une photo voilà, des bâtiments restaurés. Et puis, des petits jalons comme ça qui expliquent la destination de chacun des bâtiments. Ça, c'était le projet de valorisation et d'interprétation sur le site. Mais on ne pouvait pas se passer de l'accompagner d'une interprétation ex situ. Donc, on a en fait, sur les assises des sentiers qui existaient déjà, on a proposé de mettre en valeur une boucle de randonnée que vous avez là à l'écran. Donc, cette boucle de randonnée, elle fait 24 kilomètres en tout. Nous, on la conseille en 2 jours pour un public familial, puisqu'on ça reste de la moyenne montagne. On n'est pas non plus sur des crêtes très très hautes. Donc, on la conseille sur 2 jours avec une nuit au refuge de Batters. Ça peut se faire en une journée pour des gens qui ont un peu envie de se dépêcher.
Et cette boucle, l'objectif, c'était surtout de la relier à tous les villages du secteur. Donc en fait, on a ouvert ou repris, hein, parce qu'il y avait des sentiers qui existaient déjà, mais sur plusieurs communes, on a été obligé d'ouvrir en fait des liaisons depuis le village pour rallier la boucle. La boucle, donc elle s'appelle la Volte Bater-Pinoz, donc la boucle Bater-Pinoz, et elle permet en fait aux visiteurs de vraiment, voilà, en 24 km, avoir un aperçu du patrimoine minier du massif avec deux sites interprétés, donc la Pinoze que je viens de vous présenter, et puis autour des mines de Bater, où la communauté de communes du Haut-Vallespire, donc du secteur, elle fait un gros boulot d'interprétation aussi sur les mines de Bater. C'est un travail, donc là, ce que je vous présente là, c'est un travail qui avait été commencé bien avant le projet, mais qui était cette collecte d'archives, collecte et surtout valorisation. Donc en fait, on est hébergé là par un outil, enfin c'est l'outil Pléiade que peut-être certains connaissent. On est hébergé par la BNF et on a en fait mis en ligne toutes les archives sur les mines qu'on a pu trouver, qui vont des photos que je vous ai montrées tout à l'heure à des photos plus récentes. Donc là, vous voyez, il y a des photos de 88. Jules Guerre, le conducteur du train qui a été enregistré en 95. Enfin voilà. Et tout ça, c'est un fonds d'archives qui est accessible en ligne, ouvert au public. Et sur demande, moi, je prête en fait les documents et les photos pour des expos, des conférences, des publications, peu importe. Donc ça a été aussi un gros boulot qu'on continue du coup à faire. On est également intégré dans le programme alors ça c'est au niveau territorial, mais le programme de sciences participatives Vigitaire. Et donc, on a accueilli, donc il y a 2 ans maintenant, Valentine Delattre, hein, de Sciences de Comptoir, qui a filmé une vidéo sur le secteur. Alors, pas directement en mine de la Pinoze, mais juste à côté. Et puis, voilà, je vous ai mis une photo de notre copain, le Murin d'Escalera, qu'on a trouvé là-bas. Il n'a pas l'air très sympa, mais en fait, il fait à peine 5 cm, donc il fait pas trop peur. C'est une espèce qu'on a trouvée avant les travaux. Donc, on a eu confirmation de sa présence avant les travaux. Et donc, vous pouvez imaginer qu'en étant en site classé, en zone limite de Natura 2000, entouré de forêts domaniales, les contraintes environnementales en termes de travaux, elles sont hyper fortes. Et donc, on a été obligé comment dire, d'être assez exemplaire sur la manière dont on a monté le chantier. Pour le murin et pour les autres chiroptères, parce qu'il y a d'autres chiroptères qui sont intéressantes sur le site, on a vraiment conservé certaines zones de toiture qui étaient en très mauvais état pour qu'ils puissent continuer à nicher. Le chantier a été arrêté au moment de la nidification, que ce soit chauve-souris ou rapace. Enfin voilà, il y a eu tout un calendrier aussi pour adapter, on va dire, le chantier aux enjeux. Et puis, vous imaginez aussi bien qu'à 1400 mètres d'altitude, on ne peut pas trop travailler l'hiver. Donc, ça a été un chantier qui a été suffisamment long, qu'on a livré en fait en fin d'année dernière et qu'on a inauguré cette année en juillet. Donc, pas d'héliportage, un seul héliportage au début des travaux en fait. Et ensuite, tout le reste du chantier, on a principalement, alors on avait réouvert une piste d'accès pour que certains engins puissent monter, hein, mais c'était des petits chenillards, puisqu'on est sur des dénivelés qui sont quand même relativement costauds. Et ensuite, à dos d'âne, voilà. Donc la maquette, on l'a montée à dos d'âne, par exemple. Donc cette boucle de randonnée dont je vous parlais, elle est dans un petit bouquin qui s'appelle Rando Patrimoine, qui reprend des archives, qui reprend des anecdotes, qui reprend un peu l'histoire de tous ces sites-là, et qui est gratuit, hein, puisque ça a été financé par un programme Interreg. Donc ça, c'est distribué dans les offices de tourisme, donc les gens peuvent se le procurer et pouvoir découvrir ce patrimoine-là. Juste en dessous, j'ai mis une petite photo, vous avez la présidente du département dessus. Nous, on aime bien faire des réunions là-haut parce qu'on aime bien faire découvrir ce site. Donc là, c'était un bureau syndical. Ça nous arrive de faire ça. Et puis à droite, vous avez un exemple d'activité, donc plutôt pour les jeunes, que moi j'ai mis en place là-haut dans le cadre du programme Erasmus. Voilà, il y a tout un tas d'activités de médiation qui sont en place sur le site. Les classes, c'est pas encore le cas parce que c'est l'isolement du site qui fait que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de visites guidées, on fait des journées pro avec les enseignants aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui permettent de valoriser ce lieu de patrimoine avec aujourd'hui la volonté vraiment d'aller plutôt justement sur l'aspect géologique de ce lieu-là et de proposer aussi à des étudiants de travailler sur un plan de gestion expérimental du site. On a déjà, nous, commencé à expérimenter des trucs, hein. On a une convention avec une bergère qui vient pâturer le site avant l'été pour entretenir, et puis elle, ça lui fait des hectares en plus. Et puis voilà, on aimerait bien mettre en place des zones mellifères pour étudier les pollinisateurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont en projet sur ce site-là que je vous invite à découvrir. Et si vous venez, n'hésitez pas. On me fera un plaisir de vous y monter.